également notre échange du jour. Pour revenir sur l'objectif d'aujourd'hui, c'est de montrer comment la pluralité, la multifonctionnalité de nos lieux, et notamment sur la dimension nourricière, amène à penser différentes modalités de participation et d'implication des parties prenantes, d'échanger des expériences de gouvernance partagée, de partager des outils qui favorisent l'implication et la participation des publics, et de voir comment penser l'organisation de ces multi-activités. Pour revenir sur le programme, on l'a pensé avec plusieurs temps, hein, et aussi des temps d'échange et de participation de votre part. Le support arrive. Donc en premier lieu, on aura un échange de retour d'expérience de terrain et de recherche sur les modèles participatifs et ou de gouvernance partagée, notamment avec Yuna Chifolo et Juliette Pérez. Un travail aussi de Virginie Pujol. Ensuite, on a Marketa qui aura plusieurs casquettes le temps de ce webinaire et qui nous fera aussi un retour d'expérience de Mada Brest. Et Dominique Hayes sur Ménadel et la monnaie d'échange de services, la MAN en particulier. En suivant, on a prévu un atelier, comme je vous le disais, avec un temps de participation de votre part, hein, quel que soit votre niveau d'avancement du projet. On vous proposera de vous poser un certain nombre de questions justement sur l'échelle de la participation, d'identifier les différents niveaux d'implication de vos usagers, parties prenantes, et puis de pouvoir échanger sur quelques cas concrets issus de vos retours lors de cet atelier. Puis, nous ferons une conclusion ouverture avec Kevin Sertenay sur le sujet de la sécurité sociale de l'alimentation. Et enfin, vous indiquer la suite du programme, puisque ce cycle de webinaire s'échelonne jusqu'au mois d'avril 2022. Et donc, on vous présentera les prochaines thématiques. J'en profite pour vous réindiquer qu'on a un site ressources, nourricier.tierlieu.net, qui dispose de ressources et en plus du programme, en fait, on a vraiment un volet où vous retrouverez des guides, des vidéos, des exemples de lieux, des ouvrages, également des outils, les replays des webinaires précédents, les résumés des webinaires précédents également. Et c'est un espace contributif. Donc, si vous avez en votre possession des documents ressources, surtout, n'hésitez pas à déposer vos documents ou à écrire à l'adresse de contact si cela ne vous est pas évident. Puisque, du coup, je pense que les derniers participants nous ont rejoints, je vais laisser la parole à Manon. Alors, en termes d'usage, vous avez vu d'entrée de jeu, on a coupé vos micros. Ceci afin d'éviter toute interférence. Et bien sûr, au moment venu, lors des échanges, on vous désignera pour pouvoir ouvrir vos micros et prendre la parole. Encore une fois, pour les derniers arrivés, sachez qu'il y a le chat. N'hésitez pas à y poser vos questions, à indiquer des documents ressources. En général, vous répondez déjà entre vous sur un certain nombre de remarques et questions. C'est aussi un endroit riche, donc n'hésitez pas. Il est là pour vous et il est animé et modéré par Timothée notamment. Bien, je te laisse la parole, Manon, pour la suite. Oui, bonjour à toutes et tous. Alors, bon, malgré le format, c'est vrai qu'on a essayé de penser un petit temps de brise-glace au départ pour lancer un peu ce séminaire. Donc là, je vous ai mis dans le chat un lien sur le site qui s'appelle Miro. Donc, peut-être que certains connaissent et l'ont déjà utilisé. Donc, vous pouvez aller sur ce lien. Alors, il y a plusieurs parties puisqu'on va utiliser cet outil, le pad, la commun, et pour le brise-glace et pour le temps participatif, pour le temps participatif qui aura lieu juste après les interventions. Donc là, donc pour vous déplacer déjà, donc vous pouvez zoomer avec la molette de la souris, et pour vous déplacer, c'est avec le clic droit, hein, donc voilà, pour faciliter déjà les déplacements.
Donc, tout en haut, vous avez une carte de France et à droite, vous avez des petits post-it. Donc, l'idée, c'est que vous puissiez prendre un post-it, écrire dedans le nom de votre tiers-lieu et son département, et puis le positionner ensuite sur la carte. Et voilà, donc on va prendre 5 petites minutes pour que voilà, tout le monde ait le temps un peu d'essayer de s'approprier l'outil et ça nous donnera aussi une visibilité sur les personnes présentes et les tiers-lieux et ainsi que vos tiers-lieux, où est-ce qu'ils sont situés. Donc, évidemment, si vous avez des questions ou des complications, n'hésitez pas à nous dire. Est-ce que je vois des curseurs qui commencent à se mettre dans le pad, mais vous n'y arrivez pas. N'hésitez pas à me dire. Le post-it, normalement, vous cliquez dessus et vous devez arriver à le déplacer. Alors, il y a 2 types de sélection, effectivement, pour écrire et ensuite pour déplacer. Je vous remets le lien, effectivement, pour le Miro, pour ceux qui viennent d'arriver. Sachant que ce sera de toute façon le même lien pour la partie atelier après. C'est normal qu'ils demandent à s'inscrire pour interagir sur les post-it? C'est pas impossible. Normalement, ça devait être débloqué pour certains, mais peut-être que l'inscription doit être assez simple normalement. Alors, je l'ai mis du coup le Ménadel comme je savais que tu étais sur pas forcément disponible. J'ai fait un post-it Ménadel. Ben, ça m'arrange bien, Manon, hein, que ce soit fait pour le Ménadel. Merci, merci. Ouais, c'est encore un peu trop près de la mer, Manon. Alors, Faut aller, prends la direction plutôt vers 4 heures. C'est sud-est. ah bon? Ah ouais. À droite, à droite, à droite. Ouais, Allez, vas-y, voilà. à droite. Ouais, voilà. On va aller là. De toute façon, Voilà. ton post-it, il est gigantesque, donc Oui, ça c'est sûr. il Mais prend bon, un département. Alors. Est-ce qu'en vous inscrivant, du coup, parce que là, je vois des personnes qui sont aussi autour. Donc, pour les personnes qui ont réussi, est-ce que vous aviez dû vous inscrire également? Voilà, je vois Jade et Jardin d'avoir Romaine. Ok, super. Donc, Timothée vous a redonné l'accès. Ok. De toute façon, j'arrive pas à accéder à Miro.
Alors, par contre, si là, pour le petit temps, là, on va passer de toute façon à la suite pour pas bloquer sur ce Ouais. temps-là. Mais c'est vrai que enfin, voilà, ce serait peut-être bien d'essayer d'y arriver pour le temps de production d'après, effectivement. Bah, j'ai l'adresse mail, il veut pas prendre le mot de passe. Si j'en avais un, de toute façon, depuis le temps, c'est sûr et certain que je l'ai oublié. Ça, on peut compter sur moi. Et du coup, il bloque, il veut pas me le faire. Fait chier. Alors, pour ceux Ah, qui s'inquiètent, après l'inscription, il y a un petit temps de latence Voilà. entre le temps de validation. Donc, Je suis désolée, la carte de France avait été déplacée. Donc, ça a pu déplacer certains post-it, effectivement. pour qui il y a vu seulement, il faut demander l'accès à cet espace de travail. Oh, j'ai réussi à y aller. Voilà. C'est un petit miracle. Bon, il y a des petits, il y a moins quand même de représentativité au niveau est, voire sud-est. Hein, il y a peut-être moins de tiers-lieux dans ces zones-là, je ne sais pas. Trop chaud ou trop froid, c'est pour ça. Ça doit être ça. Bon, très bien. Ben, merci d'avoir participé. Est-ce que peut-être on va passer à la suite du déroulé du programme et aux phases donc, du coup, d'intervention. Est-ce que Oui, Mélissa, ça te va? on m'interpelle à la technique en disant qu'on n'arrive pas à se connecter. Ah. Je régule comme je peux en parallèle, j'y suis. Donc là, c'est l'idée d'avoir un temps de partage d'expériences à la fois de terrain et de la recherche, comme je vous l'ai dit, sur les modèles participatifs ou de gouvernance partagée. On a plusieurs interlocuteurs, interlocutrices en majorité. Pour commencer, je tiens à vous remercier toutes et tous d'avoir honoré nos sollicitations pour faire part du coup à vous participants de leurs travaux sur les modèles participatifs ou de gouvernance partagée. On va commencer par une intervention de Yuna Shifolo, qui est donc directrice de recherche en sociologie au département Sciences pour l'action et le développement d'INRAE depuis 2001, et plus particulièrement des travaux portant sur les circuits courts alimentaires et sur la mesure d'impact sur les producteurs et les consommateurs. Et à ses côtés, Juliette, que vous connaissez déjà toutes et tous, qui est aussi à la coordination de ce cycle de webinaires et qui a aussi développé l'association Fablim, qui facilite l'émergence et coordonne plusieurs projets de recherche d'action participative sur la transition agroécologique et l'alimentation durable. Donc tout de suite, la parole à vous deux. Je vous laisse peut-être accéder aussi au partage d'écran. Il me semble que vous avez un support pour appuyer votre propos. Du coup, Yuna, je te laisse partager ton écran. Oui. C'est bon? Tout va bien? Ouais. Ouais, je mets en mode téléphone. Et, merci à tous et merci à Mélissa, Manon, de nous avoir fait une place dans ce webinaire. En fait, ce qu'on a fait avec Yuna pour cette intervention à deux voix, c'est qu'on a essayé de reprendre des travaux d'INRAE menés en 2018 sur la gouvernance alimentaire territoriale pour l'adapter, en fait, pour trouver une proposition d'adaptation au cas des tiers-lieux nourriciers et montrer en quoi, en fait, un tiers-lieu nourricier peut être un vecteur de coopération entre différents mondes sociaux autour de l'alimentation pour renforcer, on va dire, la cohésion et, on va dire, la concertation collective des actions menées en faveur de l'alimentation. Donc, en fait, comme je vous le disais, on va s'inspirer de ce travail et donc d'une publication qu'on va vous présenter. On vous dira où la télécharger si la démarche vous intéresse. Et en fait, l'idée de notre co-intervention, c'est de vous présenter à la fois
la démarche, comment construire, consolider, mettre en place un dispositif de gouvernance alimentaire territoriale et ensuite illustrer cette démarche en 4 étapes au travers de 2 cas de tiers-lieux, 2 situations de tiers-lieux qu'on a pu observer dans la brochure réalisée par Fabien fin 2020 et qui s'appuyait notamment sur différentes actions menées en période de confinement. Voilà. J'en dis pas plus, peut-être Yuna, je te laisse prendre la parole et présenter la démarche méthodologique. Dans l'attente, pardon, je vous mets dans le chat la référence de la brochure méthodo que vous pourrez télécharger. Voilà. Merci Juliette. Donc en effet, donc à INRAE, enfin, on s'intéresse au renouveau des circuits courts et plus largement tout mouvement de reterritorialisation de l'alimentation, dans l'idée aussi que ça amène plus de participation. Alors on verra de qui et comment, enfin c'est un sujet, mais en tout cas, ça nous intéresse justement de voir comment on recompose aussi des processus de décision dans les territoires en lien avec l'alimentation. Donc, dans ce cadre, on accompagne une douzaine de territoires qui sont liés au Massif central, donc justement dans la construction d'une gouvernance alimentaire, sachant que, en fait, à la base, il y avait pu avoir des expériences et il y avait des déceptions, c'est-à-dire que, comme dans beaucoup de cas, finalement, si la gouvernance alimentaire territoriale, on l'a définie comme un dispositif de coordination entre différentes parties prenantes, une multitude d'acteurs, enfin, il y a différentes façons de les formuler. Ça revient un peu à cette idée de mettre différentes personnes autour d'une table pour prendre collectivement des décisions, mais aussi essayer d'organiser les actions en lien avec l'alimentation en essayant d'éviter les redondances, en essayant d'éviter les atomisations, donc justement en essayant d'avoir plus de complémentarité et puis plus de coordination. Alors, ce que les uns et les autres font souvent, y compris quand on pense, enfin, voilà, la gouvernance y compris à l'échelle de territoire, c'est qu'on a l'habitude de mettre autour de la table un chasseur, un pêcheur, un représentant de collectivité, un représentant de consommateur, en se disant que finalement, c'est dans la discussion, dans le dialogue, qu'on arrivera justement à cette coordination. En fait, souvent, ça ne fonctionne pas ou pas bien ou pas assez parce que quand on essaie de mettre tout le monde autour de la table, et on voit beaucoup ça dans les projets alimentaires territoriaux aujourd'hui, hein, donc qui vient, c'est-à-dire ceux qui sont les plus concernés, ceux qui travaillent déjà ensemble, et finalement, donc, on a beaucoup d'absents. Beaucoup d'absents, premièrement, et deuxièmement, ceux qui sont là, on ne sait pas bien qui ils représentent finalement. Est-ce qu'ils représentent justement simplement leur institution, les acteurs qu'ils représentent, c'est-à-dire un agriculteur, est-ce qu'il est là au titre d'un syndicat éventuel auquel il appartient, ou est-ce qu'il est là, est-ce qu'il représente des agriculteurs, si oui, lesquels? Donc voilà, donc, tout ça est globalement insatisfaisant. C'est pour ça qu'on a essayé justement d'expérimenter d'autres façons de penser la gouvernance. Et donc, dans notre approche, en fait, l'idée, alors il y a 4 étapes, hein, c'est un peu d'abord, en fait, ce qu'on propose, c'est justement de penser le territoire non pas comme une multitude d'acteurs qui seraient des chasseurs, des pêcheurs ou des associations environnementales, mais plutôt comme le territoire, c'est finalement une coexistence de différents mondes sociaux. Les mondes sociaux, ce sont des ensembles d'acteurs et d'actions qui sont liés à des domaines thématiques spécifiques. Ça va être la production agricole, mais ça va être aussi les sports et les loisirs, ça va être le médico-social, ça va être la culture, et le territoire, c'est la coexistence de ces mondes sociaux. C'est intéressant justement que les mondes sociaux en jeu par rapport à la question alimentaire, ce n'est pas seulement ceux qui sont liés à l'agriculture ou à l'alimentation. L'alimentation, ça touche à la santé, ça touche à la culture, ça touche à l'enseignement. Donc, finalement, tous ces mondes sociaux sont potentiellement concernés par des décisions qui vont concerner l'alimentation et en particulier cette reconnexion entre agriculture et alimentation. Donc, l'important, en fait, ce n'est pas tant de mobiliser des acteurs en particulier que de voir quelle est notre capacité à faire discuter, faire rencontrer différents mondes sociaux pour justement prendre en compte la transversalité de l'alimentation. Donc, deuxième étape, que l'on soit justement une structure dans un territoire ou finalement qu'on s'adresse à un territoire, on regarde justement comment déjà, eh bien, à travers des entretiens, à travers des observations, on identifie finalement les mondes sociaux qui sont déjà associés aux actions, aux décisions autour de l'alimentation locale et ceux qui ne le sont pas. Qui amène à penser justement qui fait quoi autour de l'alimentation locale, dans quel monde social et avec quels autres mondes sociaux.
c'est bien cette interconnexion qu'on cherche et justement, ça va permettre d'identifier déjà des actions ou des acteurs qui font l'intermédiaire entre des mondes sociaux différents. C'est justement important de voir ces acteurs intermédiaires hein, qui sont à la fois, par exemple, des acteurs de la production, mais qui déjà font le lien, y compris avec des entreprises non agricoles, par exemple, avec des agriculteurs qui vendent déjà leurs produits dans les comités d'entreprise non agricoles sur le territoire. Donc, voilà, vous voyez, de voir un peu justement comment cet agriculteur, il est plus qu'un agriculteur, c'est aussi un acteur justement intermédiaire entre mondes sociaux. Donc, parce que l'interconnexion justement de ces mondes va donc nous permettre de prendre en compte la transversalité. Alors, ce que l'on fait justement pour construire cette gouvernance, c'est que l'on soit une structure déjà en lien avec différents mondes sociaux ou pas. Hein. On peut avoir justement des structures qui sont enfermées dans leur monde, enfin, en tout cas, ou limitées à leur monde social et qui n'en croisent aucun autre. Donc, il est intéressant de voir quels sont les leviers qui permettent justement cette rencontre entre différents mondes sociaux. Ça va être des événements grand public, ça va être des rencontres. Ça va être aussi de transformer, de profiter de dispositifs ludiques ou festifs qui existent déjà dans le territoire pour provoquer ces rencontres, créer des liens, de les faire évoluer en dispositifs de rencontres simplement. Par exemple, vous avez des foires y compris agricoles sur le territoire où les gens vont passivement pouvoir consommer, y compris des bons produits. Vous les transformez justement en mettant des boîtes à idées, en faisant justement des concours pour que les citoyens participent aussi à donner, faire valoir leurs idées pour l'agriculture, par exemple. C'est évidemment aussi aller vers les publics précaires avec justement ce qu'on a pu expérimenter, c'est qu'il s'agit moins de faire venir que d'aller vers. Donc, d'aller dans les maisons de quartier, d'aller dans les clubs de sport, d'aller dans les centres aérés, dans les foyers, dans les restaurants de comités d'entreprise, là où justement sont ceux qu'on ne touche jamais, et ce qui nous amène justement à toucher des mondes sociaux différents. Et puis aussi de s'inspirer entre territoires pour se donner, donc s'informer de bonnes pratiques par rapport à ce croisement des mondes. Ce qui amène à la fin de penser la gouvernance non plus comme une table finalement où on mettrait des acteurs différents, que comme la mise en place d'un réseau. Un réseau qui va être souple, évolutif, qui va valoriser les structures existantes qui jouent déjà le rôle d'intermédiaire entre mondes sociaux, en pensant justement ce qu'on expérimente dans des territoires, les territoires du Massif central, c'est l'idée aussi que permettre justement que cette gouvernance elle soit animée de façon tournante par différentes structures pour à la fois alléger la tâche de celui qui aura animé, mais en même temps justement permettre que chacun prenne ce rôle d'animateur. Et puis, de faire connaître et d'amplifier les bonnes pratiques qui vont favoriser justement une participation élargie, non pas d'acteurs, mais de mondes sociaux, hein, aux différents mondes sociaux, aux idées, aux actions, aux décisions, en revendiquant un droit à l'expérimentation. Hein. C'est aussi cet enjeu justement très lié à la gouvernance. Et puis, de mutualiser les ressources au sein du réseau. Alors, avec un appui de la part des institutions, qui est sans doute quand même à conserver, hein, mais en tout cas, donc, c'est bien un réseau intermondes sociaux qui permet justement, dans les cas qu'on a pu accompagner, une réponse immédiate et souvent plus immédiate que les dispositifs institutionnels de gouvernance, y compris dans des territoires où on travaille justement en complémentarité avec des projets alimentaires territoriaux et des dispositifs plus institutionnels de gouvernance qui mettent souvent plus longtemps justement à penser l'interconnexion entre les mondes sociaux. Je vais laisser Juliette. Donc là, c'est le lien vers la plaquette qui présente la démarche hein, et qui la développe. On pourra évidemment revenir sur ces questions-là, mais le plus intéressant aujourd'hui, c'est d'appliquer ça à l'exemple des tiers-lieux. Voilà, donc comme promis, je voulais parler de quelques exemples en fait qui illustrent la façon dont les tiers-lieux jouent ce rôle de connecteur entre différentes familles d'acteurs qui agissent et qui ont des intentions autour de l'alimentation sur le territoire. Et je commencerai par la ferme des Volonteux, qui est un tiers-lieu donc sous forme de scope dans la Drôme. Certainement, vous connaissez Rémi, il est déjà intervenu dans le webinaire 1 et dans le webinaire 3. Ce qu'a fait la ferme des Volonteux, c'est que en fait, le collectif a souhaité mettre en place une offre de boissons avec des contenants de verre consignés.
Et en fait, pour ce faire, pour gérer l'organisation et notamment la logistique et le lavage, ils ont décidé de passer par l'entreprise Ma Bouteille s'appelle Revient. Et donc, l'idée, c'était de se dire, bah, si seulement la ferme des Volonteux s'occupe de la gestion de ces emballages, de ces contenants de verre pour son compte propre, on n'a pas le seuil de rentabilité, la masse critique qui permet que ce soit viable. Du coup, en fait, le tiers-lieu est allé parler avec les producteurs transformateurs qui vendent les produits dans la boutique, l'épicerie du tiers-lieu, pour voir si eux souhaitaient également participer à cette dynamique collective de consigne pour pouvoir atteindre donc le volume de bouteilles nécessaire. Et donc, en fait, il y a eu un effet un peu d'entraînement. Alors, la condition, évidemment, ça a été que tout le monde se mette autour de la table pour voir, en fait, quel était le contenant standard sur lequel on était prêt à s'accorder. Parce qu'en fait, évidemment, si chacun, par exemple, c'est très courant chez les producteurs de vin, chacun veut un peu avoir l'identité de son domaine sur la bouteille. Bon, alors là, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué parce que ça suppose une gymnastique complexe pour la remise à disposition des bouteilles. Donc, en fait, il a fallu s'accorder à la fois sur le format de la bouteille, mais également sur l'étiquette, puisque, en fait, quand on veut faire du lavage de bouteilles, il vaut mieux éviter des étiquettes autocollantes parce qu'elles sont très difficiles à nettoyer. Ensuite, les bouteilles. Donc, en fait, le tiers-lieu a agi vraiment comme un facilitateur du changement de pratique au niveau de la réflexion, gestion des contenants de verre. Et du coup, il faut savoir que ça, on l'a montré dans différentes études sur l'analyse du cycle de vie des produits sur une filière courte. Bien souvent, en fait, le contenant, quand il est de verre, est l'impact environnemental numéro 1 sur plusieurs catégories d'impact, parce qu'en fait, ça suppose la fusion de la silice à 1600 degrés pour fabriquer le contenant, et puis après, également la refonte à 1600 degrés pour le refondre et en faire autre chose. Donc, en fait, clairement, la mise en place de tels dispositifs offre un gain environnemental important aux produits et du coup, agir de telle façon, de façon collective, en embarquant en fait d'autres acteurs. Donc, Younes, tu veux bien passer la diapo d'après, voilà. En fait, ce qu'a réussi, quoi, la diapo, le schéma d'après. En fait, ce qu'a réussi à faire la ferme des Volonteux, ça a été de connecter en fait différents mondes sociaux, à savoir les producteurs, mais également les logisticiens qui géraient en fait, voilà, vous avez le schéma là. Donc en fait, les producteurs transformateurs qui produisaient les produits, également les acteurs finaux, donc les consommateurs, pour qu'ils ramènent à leur point de distribution, c'est-à-dire l'épicerie, les bouteilles consignées, et en fait toute la chaîne logistique pour récupérer les bouteilles, les laver et ensuite les ramener aux producteurs. Donc en fait, c'est un vrai projet, on va dire, collectif de territoire qui connecte autour de l'alimentation et d'un projet alimentaire, donc la consigne, différents mondes sociaux, et en ce sens, le tiers-lieu a vraiment rayonné en étoile pour coordonner, mettre en place ce projet. Voilà. On va passer à la diapo suivante. Je voulais donner une autre illustration. Alors là, je n'ai pas nommé le tiers-lieu parce qu'en fait, il n'y a pas un tiers-lieu, mais plusieurs tiers-lieux qui ont eu ce rôle tout à fait majeur pendant la crise sanitaire. Il faut savoir, donc tout le monde se rappelle qu'au premier confinement, les producteurs n'étaient plus autorisés à vendre sur les marchés de plein vent. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que il y a eu un peu un moment de panique. D'un côté, les producteurs ne savaient pas où vendre leurs produits, ils recevaient des millions d'appels pour voir s'ils ne pouvaient pas faire des paniers pour les consommateurs, ils avaient du mal à s'organiser, les consommateurs étaient un peu en désarroi, ils se disaient si je vais acheter au supermarché, c'était très anxiogène en fait. Et donc en fait, beaucoup de tiers-lieux ont joué un rôle d'intermédiation qui apportait en fait à la fois, Younes, tu veux passer, voilà, sur l'organisation des canaux de distribution de produits locaux, donc pour rassurer des consommateurs qui étaient soucieux de leur alimentation. Également, aider ces producteurs à écouler leur production, donc les producteurs à la fois de leur propre tiers-lieu si c'est une activité agricole, s'ils ont une activité agricole, mais également des producteurs voisins. Et
ensuite, on a observé que beaucoup de tiers-lieux géraient également, en association avec des structures de l'aide alimentaire, la distribution alimentaire d'urgence. Et donc ça a été un rôle assez clé parce qu'il a fallu agir très très vite. Et enfin, mettre en lien les producteurs et les épiceries qui, elles, étaient aussi en demande de pouvoir garder en fait, une relation avec les producteurs pendant cette période un peu charnière. Voilà. Donc en fait, on voit bien que là, ce que beaucoup de tiers-lieux ont fait pendant cette période de premier confinement, ça a été d'arriver à connecter en un temps record, en réorganisant rapidement les activités, en passant beaucoup de coups de fil, les producteurs, les épiceries, les consommateurs, les associations de la solidarité et également, on va dire, l'appareil logistique pour pouvoir assurer toutes les distributions et à la fois l'approvisionnement et la distribution aux mangeurs finaux. Voilà. Et donc, en fait, au travers de ces deux illustrations, en fait, on voulait vous montrer comment est-ce que ce schéma en 4 étapes est plein de sens dans le cas des tiers-lieux et comment un tiers-lieu est un vrai acteur intermédiaire de choix, en fait, sur son territoire pour arriver à rayonner en étoile et connecter beaucoup de familles et du coup, tout ça au service de la co-construction et de l'action collective autour de l'alimentation du territoire. Voilà. Merci beaucoup Juliette, merci beaucoup Yuna. N'hésitez pas à rebondir dans le chat si vous avez des questions et comme c'était indiqué plus haut dans le chat, vous avez le lien vers la ressource indiquée en introduction. N'hésitez pas à la télécharger et puis à la diffuser aussi à vos complices, à vos différentes parties prenantes, aux différents mondes sociaux qui vous entourent. On va continuer les retours d'expérience et la présentation de travaux tout de suite avec Virginie Poujol. Vous êtes anthropologue, coordinatrice du LERIS et vous brassez un certain nombre de sujets, mais notamment celui de la question du processus d'émancipation qui est finalement votre fil rouge. Et ces dernières années, vous avez notamment travaillé avec la Grange de Gros-Puy à Abja-sur-Bandia et le réseau Cocagne sur les questions alimentaires. Je ne sais plus si c'est Manon ou Virginie qui a la main sur la présentation. C'est moi. C'est bon, c'est parti. C'est moi. Oui, donc bonjour à tous. Donc effectivement, en plus des 2 travaux que tu as cités, on a accompagné une recherche-action pendant 3 ans sur des tiers-lieux de solidarité alimentaire en Occitanie, plus précisément en Languedoc-Roussillon. Et ces tiers-lieux de solidarité alimentaire ont été vraiment le point d'appui de tout un travail d'accompagnement sur différents sujets, à la fois sur l'intervention sociale et les questions d'émancipation, puisqu'effectivement c'est un des fils rouges qui nous permettent de travailler ces questions-là, mais aussi sur la question de la coopération et de la solidarité alimentaire. Donc les travaux que l'on a menés ont essayé de regarder de l'intérieur comment s'organiser, comment pouvait s'organiser différemment la solidarité. Notre point de départ sont plutôt les associations de solidarité. Donc, vous en voyez quelques-unes ici. Donc là, c'est les 6 territoires d'expérimentation, les 6 groupes projets qui se sont engagés dans l'expérimentation. Et donc, c'est vraiment le point de départ de la précarité alimentaire qui nous a intéressés. Et c'est à partir de ça qu'on a travaillé. Dans la manière de définir les tiers-lieux, juste pour en dire un mot, pour nous, c'est un écosystème qui fonctionne grâce à la coopération et la solidarité autour de l'espace d'apprentissage et d'expérience commune. Alors, juste détail technique, je suis en train de me dire que peut-être l'affichage n'est pas bon. C'est bon pour vous? Pour l'affichage ou pas? Oui. Okay. Donc, c'est important d'avoir ça en tête parce que pour nous, c'est vraiment un espace de coopération, alors qu'un espace, c'est physique ou symbolique. En tout cas, c'est ce qui permettait d'engager l'expérimentation et on les a accompagnés pendant 3 ans à définir et à concevoir des espaces qui permettaient de travailler la question alimentaire. Alors, quels sont les différents enjeux qui ont été relevés dans ces expérimentations? Ce qui nous a semblé intéressant, c'est qu'à travers ces tiers-lieux, l'objectif que l'on a pu voir dans ceux qu'on a accompagnés, mais aussi qu'on peut voir dans d'autres avec lesquels on travaille, autour de sujets variés, de réhabiliter du commun par donc la coopération. Ce qui est intéressant, c'est que la question de la gouvernance, elle est traitée, elle est travaillée de manière assez
assez directe et assez frontale à l'intérieur de ces lieux et elle va se poser au quotidien, puisque si l'enjeu est de permettre l'appropriation par un plus grand nombre de personnes de la question de l'alimentation, il est important de se poser des questions sur comment chacun va pouvoir se saisir de ces sujets et va pouvoir se positionner face à ces questions. Donc, 3 enjeux, me semble-t-il, sont importants d'avoir en tête pour essayer d'avancer sur ces questions et de travailler ces questions. C'est tout d'abord le fait de changer de paradigme, c'est-à-dire que toutes les personnes qui gravitent autour de ces questions, autour de ces projets, sont considérées comme des potentiels acteurs de ces projets. Les personnes avec qui on a travaillé étaient des bénévoles d'associations d'éducation populaire, mais aussi des travailleurs sociaux, des personnes en situation de précarité, qui vivent la précarité, qui étaient impliquées dans les projets. Et on va voir après que leur implication était intéressante, était réfléchie et construite pour qu'ils aient les outils pour participer à la gouvernance et donc au choix qui allait être fait dans chaque association pour travailler et construire des propositions autour de la solidarité alimentaire. Donc, deuxième enjeu, faciliter l'appropriation des enjeux, on verra tout à l'heure comment. Et enfin, développer l'esprit critique. Si on veut permettre à chacun de s'approprier ces questions, tout à l'heure, Yuna parlait des mondes sociaux et de certains qui avaient du mal à se positionner, qui n'avaient pas forcément les outils pour prendre des décisions, réfléchir autour de ces questions. Évidemment, l'esprit critique, développer l'esprit critique est un des éléments fondamentaux de ces questions-là. Et on pourrait même dire que tout le travail sur comment on va accompagner l'esprit critique est vraiment la base, le fondamental, qui va ensuite permettre de prendre les bonnes décisions. Donc c'est vraiment le point le plus important, selon moi, du travail sur la gouvernance. Quel que soit le résultat après, on sait en fait que si on travaille bien l'esprit critique, les décisions qui seront prises seront dans l'intérêt collectif. Donc ça, c'est quelque chose qui a été intéressant d'observer dans les différents lieux qu'on a accompagnés. Donc la question qui pourrait se poser, c'est quels sont les dispositifs pour organiser une gouvernance partagée qui pourraient être mis en place pour s'assurer que la place et la parole de tous soient entendues, respectées, tout cela pour prendre des décisions collectives et agir. Alors, vous avez peut-être entendu parler d'une échelle de la participation qui est assez classique, mais même si elle a été réinterrogée et affinée par plusieurs auteurs, c'est intéressant parce qu'elle permet de voir quand on veut faire participer des personnes, quel que soit leur statut d'ailleurs, à des projets, à une association, sur une action, etc., il faut être bien conscient de à quoi on les fait participer, qu'est-ce qu'on attend d'eux, et ensuite, qu'est-ce qu'on met en place pour permettre une gouvernance qui soit véritablement partagée. Donc, vous voyez que c'est une échelle qui a plusieurs niveaux. Donc, les 2 premiers niveaux qu'elle a identifiés, c'est la non-participation, c'est-à-dire on donne une information qui est parfois biaisée ou parfois manipulée pour éduquer les citoyens, en leur donnant l'illusion qu'ils sont impliqués dans le processus, mais en leur donnant aucune possibilité d'intervenir sur le processus. Alors, petit point de discussion par rapport à tout à l'heure, dans le deuxième niveau, c'est la coopération symbolique, et on voit des choses qu'on a entendues tout à l'heure sur donner et faire valoir les idées des citoyens. Est-ce que là, on est dans l'information, dans la consultation ou dans la conciliation? En tout cas, ces niveaux, on donne une information aux habitants qui vont pouvoir réfléchir sur les sujets qui sont proposés, qui vont pouvoir exprimer leurs opinions, mais qui n'ont pas véritablement d'impact sur les décisions qui vont être prises et sur la réalisation des projets. Et enfin, le dernier niveau, c'est le pouvoir effectif des citoyens. Donc là, on a 3 sous-niveaux, le partenariat, la délégation de pouvoir et le contrôle citoyen. Dans ces cas-là, on a affaire à une véritable participation des personnes à l'élaboration de projets collectifs et à la prise des décisions sur des sujets qui les concernent. Juste une petite précision et un petit point d'attention sur le fait de faire participer à. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'injonctions à la participation. Tout le monde incite à faire participer les personnes, donc il faut bien faire attention que ce ne soit pas une injonction. Et dans la manière d'amener la participation, il peut y avoir une tendance à vouloir faire participer les personnes à quelque chose qui est en dehors d'eux, qui se situe en dehors d'eux, à les faire participer, à les faire réfléchir sur des sujets qui, après tout, les concernent, mais dont ils ne se sentent pas véritablement impliqués.
Donc ça, c'est quelque chose qui va être intéressant, de partir des préoccupations des personnes, quitte à remettre l'ouvrage sur la table en permanence, puisque les sujets, les personnes qui vont venir sont en perpétuelle évolution, et donc c'est important de remettre l'ouvrage sur le tapis. Sur le qui participe, qui va être associé à cette participation ou à différents cercles de participation. C'est intéressant de se poser la question parce qu'on a des présupposés sur qu'est-ce qu'on attend de la participation des personnes. Est-ce qu'une personne qui va participer à toutes les réunions, à tous les temps collectifs, est-ce que ça c'est de la participation? Donc on présuppose que oui. Mais est-ce qu'une personne qui va venir une fois une première réunion, puis ne va plus venir, va revenir, est-ce que c'est considéré comme de la participation? Est-ce qu'on ne peut pas se dire que finalement oui, cette modalité d'engagement correspond aux modalités d'engagement des citoyens aujourd'hui? Et donc comment on va à la fois valoriser cette participation et comment on va permettre que cette participation, même si elle est distendue, même si elle est discontinue, va être suffisamment outillée, que les personnes vont avoir suffisamment d'éléments pour prendre part aux décisions le moment venu. Alors, par exemple, dans les différents cas qu'on a accompagnés, ça veut dire, en début de chaque réunion, rappeler le processus qui a été mis en place jusqu'à présent, quels ont été les sujets, quels sont les enjeux qui ont été traités, pour que les personnes puissent très rapidement remonter dans la barque et participer aux décisions qui les concernent. Ensuite, sur les degrés d'association aux décisions, à quoi être associé? Choisir de faire une gouvernance qui soit horizontale et qui soit, si je reviens juste en avant, sur les plus hauts niveaux de la participation, sur le pouvoir effectif des citoyens, ça ne veut pas dire qu'on choisit de faire participer toutes les personnes à l'ensemble des sujets et à l'ensemble des orientations, par exemple, stratégiques. On peut, bien évidemment, et il y a plein de tiers-lieux qui font ça, et dans certaines initiatives qu'on a accompagnées, c'est ce qu'elles ont choisi, mais on peut aussi décider que la participation va porter plutôt sur tel aspect ou plutôt sur tel aspect. Donc c'est important de clarifier ces éléments-là, et ensuite de mettre en œuvre les dispositifs qui vont permettre aux personnes de participer sur tous les sujets qui sont traités. Souvent, il y a un présupposé que certaines réflexions sur des orientations stratégiques, par exemple de projets ou d'associations, ne vont pas intéresser les personnes, ou alors qu'elles ne sont pas outillées pour prendre des décisions. Et en fait, on s'aperçoit quand on leur demande qu'il n'y a pas de sujet tabou, que les personnes ne sont pas intéressées uniquement pour se positionner sur des questions qui pourraient paraître annexes. Alors je pense toujours à un groupe de sans domicile fixe qui disait « mais nous, on s'en fiche de décider de la couleur des murs ou des horaires de repas. Ce qu'on veut, c'est participer aux orientations stratégiques de l'association. » Et cette participation, elle peut être accompagnée, bien évidemment. D'où le dernier élément que je pointais tout à l'heure sur le développement de l'esprit critique. C'est quelque chose qui est évidemment important et qui doit être outillé. Alors, quelques outils et démarches? Je vais peut-être très très vite, mais je ne sais pas si je suis dans le temps ou pas. Quelques éléments et démarches par rapport pour soutenir le développement de l'esprit critique et pour permettre aux personnes, quelles qu'elles soient, dans ce projet, de participer et de se positionner et de prendre part aux décisions qui les concernent. C'est tout d'abord de considérer une posture d'égalité entre toutes les personnes qui sont là, c'est-à-dire que quel que soit le parcours des personnes, on peut considérer qu'elles ont une expérience, qu'elles ont un savoir d'usage qui va être mobilisé, ou qui peut être mobilisé dans le cadre de décisions collectives qui vont être prises. Donc, pour s'assurer de cette posture d'égalité, il y a une attention particulière à faire sur qui détient l'information, comment elle va circuler, comment elle va être organisée. Parce que, bien évidemment, sur l'information, sur la manière dont elle circule et dont elle est construite, elle peut bien évidemment écarter un certain nombre de personnes. Faciliter l'appropriation, donc c'est comment on va permettre de s'assurer qu'il n'y a pas de confiscation de pouvoir, des savoirs, pardon. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit bien évidemment que même si on essaie de soutenir une posture d'égalité dans les associations, dans les expérimentations qu'on a accompagnées, même si on a essayé de diffuser et de travailler pour que les gens s'approprient les sujets sur lesquels ils sont, il y a inévitablement des personnes qui ont plus de temps et donc elles vont, de ce fait, parce qu'elles ont plus de temps, avoir une plus grande maîtrise des sujets. Et donc, ça peut entraîner une confiscation des savoirs et donc des projets. Donc ça, c'est un deuxième point d'attention,
quand on veut travailler sur une gouvernance partagée, de faire attention à cette confiscation des savoirs. Ensuite, c'est de permettre aux gens de s'entraîner à débattre et à se positionner sur des sujets qui sont très complexes. On a vu, quand on voit l'ensemble des mondes sociaux qui peuvent être concernés par ces questions d'alimentation, c'est pas évident de prendre conscience de tous ces éléments-là et aussi de se positionner, de prendre part au débat. Donc là, il existe tout un ensemble d'outils d'éducation populaire que vous retrouverez sur Internet. J'ai noté là le débat mouvant, qui est un outil de travail qui est très intéressant pour à la fois permettre aux personnes de s'entraîner au débat démocratique, mais également d'approfondir des sujets d'une manière moins protocolaire, je dirais, qu'un débat classique. Et en fait, et aussi, pardon, des outils qui permettent de développer l'esprit critique, dont j'en ai cité quelques-uns ici, qui vont là aussi permettre d'outiller les citoyens, quels qu'ils soient, quel que soit leur parcours, en s'appuyant aussi sur leurs connaissances, sur leur expertise, pour ensuite construire un partage des connaissances qui va permettre de prendre de bonnes décisions. Et peut-être juste, pour terminer, ce qui est important dans ces démarches-là, c'est que la gouvernance se réinterroge en permanence et qu'il y a une grande attention à ne pas figer des démarches, à ne pas enfermer des démarches avec des outils, avec des procédures qui seraient mises en place, parce que c'est les interstices dans ces démarches-là qui vont permettre à des personnes de s'engager dans un projet, par exemple, et donc de participer plus facilement à des gouvernances qui vont avoir lieu dans des associations. Donc ça, c'est quelque chose qui est important, me semble-t-il, dans ce qu'on a observé, c'est que dès qu'il y a des organisations qui vont se mettre en place, qui vont se structurer, elles vont petit à petit se rigidifier, et en se rigidifiant, elles laissent peu de place donc à la place de chacun dans ces projets. Voilà, donc j'ai essayé de dresser rapidement quelques enjeux autour de la gouvernance partagée et des questions de participation. On est en train de produire aussi un guide méthodologique qui n'est pas tout à fait finalisé, mais que vous pouvez retrouver sur le site du LERIS. Bien, mais merci beaucoup Virginie pour cet autre regard recherche-action. Tout de suite, je laisse la parole à Manon pour des retours d'expérience terrain. Merci, oui. L'idée, effectivement, dans une deuxième partie, là, sur ces temps d'échange, enfin, de présentation, et puis voilà, pouvoir illustrer ce que vous ont partagé donc, les chercheuses avec des projets de tiers-lieux qui ont pris cette question de la gouvernance et de la démocratie alimentaire, on va dire, à bras-le-corps, et souvent dès le démarrage aussi de leur projet. Et donc, pour commencer, c'est Marketa qui va intervenir, donc effectivement avec sa double casquette de co-organisatrice du webinaire et en même temps de fondatrice et coordinatrice de la Maison de l'Alimentation Durable à Brest. Donc, c'est un tiers-lieu expérimental autour de ces questions de démocratie alimentaire, justement, et qui va pouvoir nous parler un peu de leur projet et de comment cette question de l'implication des parties prenantes et de la gouvernance a été pensée dès le démarrage. Voilà, donc Marketa. Merci Manon. Du coup, je laisse à Timothée de prendre le relais sur la prise de notes dans le document partagé, si vous voulez bien. Et je partage mon écran, qui est en bazar. Hop là. Alors, normalement, vous voyez bien mon écran, c'est le cas? Oui, super. Oui, merci. Extra. Alors, donc moi, je me retrouve en effet beaucoup dans ce qui vient d'être dit par Virginie. Donc, je m'appelle Marketa Chukova et je suis présidente de l'association Madame Brest qui porte à Brest, donc en Bretagne, le projet de la MAD, donc la Maison de l'Alimentation Durable, comme un tiers-lieu expérimental de la démocratie alimentaire. Nous sommes une association loi 1901, créée en 2019, relativement récemment, reconnue d'intérêt général et préfiguratrice d'une SIC. Ça va être important pour la suite. Et la mission
que se donne Madabrest est un plein, voilà, dans ce qu'on discute ici. C'est vraiment ce renforcement du pouvoir d'agir des citoyens dans la préfiguration, dans la construction, dans la gestion et dans l'évaluation des politiques alimentaires locales. Moi, j'ai un passé, et même actuellement, j'interviens, parce que j'ai une double casquette, auprès des collectivités sur l'accompagnement des projets alimentaires territoriaux. Et on voit bien qu'en effet, il y a encore très peu de cas où la place des citoyens, des premiers concernés, des mangeurs, des habitants du territoire, de ceux pour qui tout cela devrait être fait, est prise en compte. Donc, mon objectif dans tout ce qu'on essaye de faire, c'est de favoriser cette prise en compte des citoyens dans ces démarches-là, en favorisant en effet à la fois l'éclosion de cette communauté citoyenne éclairée, comme vient de dire Virginie. J'y retrouve totalement la pertinence de la notion d'esprit critique et comment on le construit, comment on le renforce et comment cela est une brique fondamentale pour toute la construction de ce qui viendra après. Parce que l'information, on dit souvent que c'est l'argent, le nerf de la guerre, mais je suis persuadée que c'est pour beaucoup l'information qui nous permet de faire des bons choix, en effet. Donc, notre objectif, ça va être voilà, d'expérimenter sur un territoire, à l'occurrence celui de Brest Métropole, la question, la notion, le concept de démocratie alimentaire. Je vais détailler après. Et favoriser par cela la concertation et la participation effective, très concrète, des citoyens et habitants de ce territoire pour imaginer collectivement des solutions pour réorganiser plus efficacement le paysage alimentaire local, repenser la gouvernance alimentaire territoriale, et chercher collectivement et par justement ce partage de cette expertise d'usage dont on a parlé juste avant, de cette expertise de la vie quotidienne des habitants, imaginer à partir de là des solutions tout à fait concrètes pour faciliter l'accès de tous à l'offre alimentaire durable. Donc, les spécificités de notre approche, vous voyez que, enfin, dans ce que j'ai décrit déjà, on n'est pas un tiers-lieu nourricier au sens, je dirais, classique ou en tout cas tel que défini dans la brochure de Juliette de Fablim. On n'a pas vocation à avoir un espace de production agricole. En tout cas, ce n'est pas la première vocation de notre existence. La vocation va être beaucoup plus politique et va être vraiment centrée sur comment on outille les citoyens, mais aussi les collectivités territoriales et peut-être d'autres parties prenantes sur le territoire, pour qu'on soit réellement en capacité d'être des parties prenantes de ce questionnement autour de ce qui se trouve dans notre assiette. Donc, on s'inscrit beaucoup dans une approche anglo-saxonne des questions alimentaires, en s'inspirant beaucoup des Food Policy Council, des conseils locaux de l'alimentation qui existent depuis fort longtemps, et qui ont cette vocation à être force de proposition, en fait, tout à fait un partenaire du développement territorial. Et nous, notre volonté, c'est de développer ce type de dynamique sur le territoire de Brest Métropole et puis au-delà. Donc, les choix méthodologiques qui définissent ce qu'on fait et qui visent à faciliter cette participation citoyenne, c'est des outils d'intelligence collective, c'est l'approche du design de service, design d'usage, design participatif, la co-construction et tous les co-co-co que nous connaissons. Voilà, vraiment des démarches de mobilisation citoyenne à travers divers vecteurs, dont notamment le vecteur artistique, l'expression artistique, qui est un élément fort, ou en tout cas un élément structurant pour le travail que nous développons. Alors, j'ai parlé de démocratie alimentaire. Je ne peux pas vous laisser sans préciser qu'est-ce qu'on entend par là, nous, parce qu'il y a diverses propositions,
diverses définitions qui peuvent exister. Nous ne sommes évidemment pas les seuls à travailler sur ces questions-là. On a le plaisir, notamment justement avec Yuna, au sein du RMT Alimentation Locale, à remobiliser ce sujet-là et l'approfondir. Donc, il y a d'autres acteurs, notamment des chercheurs, qui se posent des questions autour de qu'est-ce que c'est cette démocratie alimentaire. Et dans notre cas, on a envie de la définir à travers 5 super pouvoirs. 5 super pouvoirs dont se doteraient les citoyens habitants d'un territoire pour justement acquérir ou renforcer cet esprit critique dont parlait Virginie et se rebooster, là, se donner vraiment des capacités nouvelles ou renforcées pour se porter force de proposition et pour être exigeant en fait, avec l'organisation du système alimentaire local et ne plus le laisser, ne plus le déléguer à d'autres acteurs. Donc, les 5 pouvoirs, je vais faire rapidement, vous les voyez à l'écran. D'abord, pouvoir se rencontrer, en effet, pouvoir se réunir, s'organiser localement, se donner cette possibilité-là d'une organisation humaine nouvelle et du dialogue. Deuxième pouvoir, s'informer. Très important, les questions d'analyse du système alimentaire local, de diagnostic partagé sur qu'est-ce qui se passe sur le territoire, quelles sont les cartes avec lesquelles on joue, qui fait quoi, en effet, ça a été dit par Yuna. Troisièmement, pouvoir se nourrir durablement. Donc, il faut qu'il y ait une existence à minima d'une offre alimentaire locale. Donc, ça, c'est quelque chose que nous faisons avec d'autres acteurs, notamment des acteurs comme la Maison de la Bio du 29. Puis, pouvoir d'agir, évidemment, c'est cette capacité à justement s'activer dans la co-construction de solutions et des politiques et à la participation concrète, réelle au processus de décision sur les sujets structurants. Et puis, 5e élément, c'est le cas de le dire, pouvoir évaluer, pouvoir, une fois qu'on a imaginé ou participé à l'imagination des solutions pour améliorer le paysage alimentaire local, eh bien, on doit chercher à mesurer ou apprécier l'impact de ces actions et leur contribution à une bonification de la résilience alimentaire et y compris à une forme de bonification démocratique des process qui ont mené à cette nouvelle organisation. Donc pour nous, c'est tout ça, la démocratie alimentaire. Et dans le cadre de Madabrest, nous souhaitons travailler sur l'ensemble de ces éléments-là et je vais vous les préciser juste après. Et donc, pour aller plus en profondeur sur le sujet qui est le nôtre, donc la gouvernance partagée, nous, ce qu'on a essayé de faire avec Madabrest et avec la préfiguration de la MAD, c'est justement avoir cette notion de gouvernance partagée et d'intégration, mobilisation des parties prenantes très présente dans le projet dès le début, dès le lancement. Donc, dès la phase de préfiguration, à travers une stratégie de concertation territoriale multipartite qui nous a permis d'aboutir à la définition collective du cahier des charges de la future MAD. C'est-à-dire que ça n'a pas été imaginé par une petite équipe aussi grande qu'elle soit, mais c'était imaginé, construit, co-construit, à partir d'un diagnostic territorial approfondi sur les besoins des habitants, les dynamiques coopératives et les dynamiques autour de tiers-lieux en place, et puis toute une série de focus group entre pairs par famille de parties prenantes. Donc, on a organisé à la fois des entretiens ad hoc avec un certain nombre d'acteurs clés, structurants, comme la Chambre d'agriculture, la Chambre des métiers, Brest Métropole, etc. Et après, il y a eu vraiment ces focus group avec une méthodologie d'animation qu'on a créée exprès pour cette phase-là de concertation et qui nous a permis justement d'avoir par gros blocs un groupe de distributeurs.
de divers, je dirais, mondes sociaux, comme il a été dit par Yuna. Et tous ces gens-là, ils étaient réunis par le fait qu'ils faisaient le même métier, entre guillemets, même s'ils ne se prenaient pas pareil. Et on les a questionnés dans un esprit tout à fait transparent et collectif sur comment ils envisageraient la MAD et qu'est-ce que le projet pourrait leur apporter à eux, et vice-versa. Donc, vraiment, cette gouvernance partagée dans la préfiguration déjà, on est en train de finaliser le document, la méthode qui nous a permis de travailler là-dessus. Donc, ça devrait être publié prochainement. Et puis, on a évidemment, on a fait le choix, pas du tout évident, on a fait le choix de chercher à construire un tiers-lieu qui vraiment ressemble à ce modèle de Food Policy Council qu'on adapte au contexte français. Donc, avec cette idée de créer une association loi 1901 préfiguratrice d'une coopérative, ce qui est dans nos statuts, avec cette idée, in fine, d'avoir, donc, à partir de la stratégie de concertation, on a identifié 22 collèges, 22 familles de parties prenantes. Et donc, l'idée, c'était de faire se refléter cette structuration en famille et collège de parties prenantes dans la future gouvernance de la MAD sous forme de site. Oui. Pardon, Markéta, oui, il y avait... Ouais, et puis il y avait une question justement sur la gouvernance, qui participe à la gouvernance en fait, de cette cycle. Donc, tu évoques ces 22 collèges, c'est ça? Peut-être oui. Après, ouais, très rapidement, si tu peux. Yes. Oui, je suis désolée. Je me suis un petit peu enflammée. Oui, alors la SIC n'existe pas pour l'instant. On est dans la phase de préfiguration. C'est l'objectif de transformation de cette année. Mais il y a évidemment l'équipe opérationnelle. Et puis, il y a d'autres acteurs, mais qui toujours se retrouvent finalement dans un des collèges. Donc, il y a les collectivités territoriales de la métropole, du pays, mais il y a aussi le conseil de développement, par exemple, etc. Donc, c'est vraiment une volonté derrière, pour synthétiser, c'est d'avoir une gouvernance qui reflète les parties prenantes du système alimentaire dans sa version idéale, dans sa version inclusive et partagée. Alors, je ne vais pas forcément détailler cette slide-là, vous l'aurez de toute façon dans les ressources. Elle vous montre notre volonté d'outiller justement cette démocratie alimentaire pour qu'il y ait plus de participation citoyenne autour des enjeux agricoles et alimentaires. Et donc, on a comme trame de travail cette définition de la démocratie alimentaire présentée tout à l'heure. Et pour chaque, vous voyez peut-être ma souris, pour chaque pilier, on développe un certain nombre d'outils ou de chantiers concrets qui devraient soutenir cet effort-là. Mais tout cela est une dynamique globale, évidemment, qui se nourrit et qu'on essaye d'appliquer ou expérimenter sur le territoire de Brest Métropole. Alors, la MAD, très rapidement, voilà, ce que nous visons, c'est vraiment un outil, cette adaptation à la française du Food Policy Council et une sorte de laboratoire citoyen, collectif, de ce que pourrait être un territoire de démocratie alimentaire, donc un lieu d'expérimentation politique, je dirais, autour de cette question-là, qui appartient aux habitants citoyens du territoire. Et je terminerai par ce slide-là. Alors, notre expérimentation est toujours en cours et au démarrage, je dirais. Donc, je vais être tout à fait humble sur la notion de conseil qu'on pourrait donner, mais en tout cas, je me retrouve dans ce qui a été dit sur la nécessité d'aller vers, être à l'écoute, être extrêmement dans une écoute sensible de ce qu'on a en face. Trouver un équilibre entre l'intérêt individuel et l'intérêt général, y compris dans la présentation du projet et dans la présentation des chantiers autour desquels vous voulez faire de la concertation. Montrer qu'on a tous notre part de colibri à faire, mais qu'il y a aussi à nourrir l'action collective pour changer le système, parce qu'autrement,
se tuer à la tâche sans qu'il y ait de l'impact. Trouver la bonne échelle pour la mobilisation selon l'objectif qu'on a, selon le thème qu'on a à traiter, selon le public qu'on a à discuter avec, et puis produire de l'impact. Voilà, je pense que plus vous montrez que ce qui va être discuté et la prise de décision qui va en découler va avoir un impact concret sur le terrain, ça va se voir, ça va exister vraiment. C'est facteur clé de succès de toutes les prochaines futures concertations sur le territoire. C'est-à-dire vous allez motiver les gens pour qu'ils reviennent. Voilà, je terminerai là. On a plus d'infos sur Facebook et n'hésitez pas à m'écrire si vous en avez envie. Ah, micro maintenant. Ouais. Merci beaucoup, Markéta. C'est vrai que ça suscite des questions, mais bon, voilà, déjà qu'on est un peu déjà sur le déroulé. Désolée. Pas de souci. Je vais répondre du coup dans le chat directement. Ben, voilà, peut-être si tu peux, merci, c'est super. Yes. Et donc, pour le deuxième, la deuxième illustration, donc c'est Dominique S, directeur des Anges Gardins, donc porteur du tiers-lieu du Ménadel, qui va intervenir, et aussi président du réseau Cocagne. Donc sur le Ménadel, alors le projet, effectivement, on pourrait prendre pas mal de temps à détailler, voilà, de par la multiplicité des activités. Ce qui nous intéressait notamment, c'était effectivement, donc, dans l'idée de la participation des publics, un outil notamment qui est utilisé par le Ménadel qui s'appelle la MAN, donc la monnaie d'échange de services. Et donc, je vais laisser Dominique nous en parler un petit peu plus. Et en même temps, je partage du coup mon écran. Dominique, c'est à toi. Oui. La question que pose, bonjour à toutes et à tous, la question que pose la gouvernance alimentaire suppose aussi déjà de se poser la question de comment renforcer les parties prenantes du bien vivre alimentaire ou de la sécurité alimentaire, puisqu'on peut parler vraiment de ça aujourd'hui, tel que cela a été un petit peu démontré par les petites fleurs qu'on a vues tout à l'heure, qui montrent le large spectre d'acteurs parties prenantes, et puis de voir comment ces acteurs ont leur place, leur pouvoir progressivement dans les actions, ou aussi à la faveur de ce qu'eux aussi souhaitent. Tout le monde ne veut pas être forcément à partager des manettes, quelles qu'elles soient, et c'est parfois effectivement regrettable et il ne faut pas en rester là. Mais quand même, cet enjeu, c'est de voir comment, et alors nous, on travaille sur toute cette question d'engagement, comment promouvoir par un concept qu'on a appelé, nous, les places à vivre avec un S à la fin, créer des outils d'engagement et d'émancipation au service du bien-vivre alimentaire territorial. On peut passer à la suivante. Je vais dire next à chaque fois. Ça va? Bon, alors il faut savoir que au-dessus de ça, il y a quand même un gros projet économique qu'on appelle l'écopôle alimentaire, qui est un pôle territorial dédié au bien-vivre alimentaire. Next. Et que les fonctions les missions d'un écopôle alimentaire sont... alors, il faudra peut-être enlever, je ne sais pas si je suis seul concerné, mais a priori, les dias sont rognés. Ouais. On peut peut-être en rester là, comme ça, ce sera mieux. D'arriver, alors c'est ça l'intérêt quand même des jardins de Cocagne, c'est qu'on peut donner le change aussi au niveau d'une première famille de pairs qui sont ceux qui produisent, puisque nous-mêmes on produit. Donc comment structurer un système local de production, diffusion, alors de produits bio, nous, et solidaires, puisque pour la plupart, l'insertion par l'activité économique, l'accessibilité alimentaire vont être des questions vraiment très importante. Et il faut savoir qu'à ce titre, nous sommes amenés jusqu'à créer, tenez-vous bien, dans les Hauts-de-France, un espace de sécurité, des espaces de sécurité alimentaire autour du fruit. C'est ce qu'on appelle l'archipel nourricier. La deuxième mission qu'on a, c'est qu'effectivement, le bonheur ne vaut que s'il est partagé par tous, comme dirait la publicité, et qu'à ce titre, il faut
non seulement rendre l'alimentation durable accessible à tous, mais aussi accompagner les mangeurs. Le tiers-lieu, on va dire, la place à vivre dont on parle, en fait, va s'articuler sur ces deux fonctions. Cette fonction de rendre l'alimentation durable accessible, de voir comment accompagner les gens sans forcément être simplement que dans un enjeu alimentaire, puisqu'il y a d'autres grandes fonctionnalités de la vie que la place à vivre va être amenée à toucher. Mais il y a surtout effectivement cette idée quand même de pouvoir pour cela nous donner le change et d'avoir une filière qui est structurée, ce qui suppose effectivement que la place à vivre joue un rôle dans la structuration humaine et technico-économique de cette filière. Alors j'entends par filière le fait de produire, de ne pas tous produire la même chose, de produire une variété, une gamme si vous préférez, d'arriver à la distribuer, enfin, à la stocker, à l'agréer, la distribuer, la présenter à la vente, que sais-je encore. Hein. Et c'est ça qu'on appelle une filière relocalisée. Bon, alors bien évidemment, pour nous, il y a un enjeu aussi de professionnalisation de ces deux métiers, hein, de structuration de système et d'accompagnement. Et cette idée que des gens, peu ou pas qualifiés, peuvent trouver une place dans cette économie qu'on dit souvent autour de la transition écologique et sociale, ce qui suppose que C1 et 2 et 3 rentrent dans un nouveau modèle économique, puisqu'on ne peut pas mettre du vin nouveau dans l'outre vieille du système économique dominant actuel, dont on a vu, par ces petits effondrements successifs, ces grandes limites, et de toute façon par les manques de ressources naturelles dont il est toujours friand. Et en vue des changements climatiques, risque de plus forcément pouvoir apporter des réponses à ces besoins fondamentaux. Alors sur la diapo suivante, bon, voilà, il y a juste une photo pour vous montrer les deux écopoles alimentaires où nous agissons, hein, dans la région de Druic, entre Calais et Dunkerque, et l'autre en cœur de bassin minier. Et là, je vais vous parler, grâce à la diapo suivante, de la place à vivre, donc qui est située sur le bassin minier. Voilà. Bon, on peut passer tout de suite à la suivante. Voilà. Donc, les places à vivre, en fait, ce qu'on a voulu dans l'intention, c'est que ce soit un lieu qui soit dédié au renforcement de la qualité de la vie, qui permettent de rayer les acteurs du système alimentaire. Donc, c'est tout ce dont on parle depuis tout à l'heure. D'arriver aussi à faire en sorte que le lieu où nous concentrons nos efforts puisse drageonner, avoir des capacités d'expression, de rendu, de service au plus près de nos concitoyens, et notamment dans les quartiers de la politique de la ville. Dans le bassin minier, nous sommes en région Lens-Liévin, où il y a 19 QPV, donc de quoi faire. Au-delà, 2 ou 3 kilomètres, c'est compliqué pour les gens de venir participer à nos AGAP, hein, et donc et d'en proposer. Et donc arriver à avoir quelque chose de léger aussi qui permette de déconcentrer l'action et de ne pas tout mettre dans un lieu centripète et à mon avis aussi une question essentielle qu'il faut vite se poser. Sinon, bah, la maison qu'on fait devient une tour, hein, et pour ne pas dire une tour féodale, et seuls les initiés sont en mesure d'y rentrer. Et bien évidemment, ces places à vivre veulent aussi stimuler l'engagement, la citoyenneté, permettent aussi d'acquérir des savoir-faire pour pouvoir répondre aux grandes fonctionnalités de la vie, donc, dont la fonctionnalité bien évidemment alimentaire. Et j'aime penser effectivement que ce soit des lieux où on peut cheminer tranquillement vers l'émancipation. Donc, nous avons dans la diapo suivante 5 fonctions. Je n'en commenterai que 2 puisqu'elles sont au cœur de votre actualité, enfin de l'actualité de cet après-midi. Bien sûr, dans les places à vivre, on a des événements capacitants. Bien sûr, dans les places à vivre, on peut voir comment le numérique peut aussi permettre, moyennant quand même une capacité de raisonnement critique sur ce numérique, de distanciation, de sobriété numérique, en même temps, voir comment le numérique peut apporter des solutions sur la vie des gens, hein, très concrètement. On a une action qui s'appelle de la CAF au grenier, donc c'est un jeu de mots, hein, CAF en ch'ti, ça veut dire cave. Et comment arriver effectivement, au-delà de savoir manipuler un mulot ou un traitement de texte, d'avoir un vrai accès à France Connect, d'avoir des vraies ressources qui permettent effectivement d'implémenter ma vie de tous les jours. Bien évidemment, je vous l'ai dit tout à l'heure, quand on s'occupe d'une place à vivre comme ça, on ne peut pas
simplement ou d'un tiers-lieu nourricier s'arrêter à la seule dimension nourricière qui elle-même a des connexions avec la santé, mais avec d'autres questions comme la mobilité, etc. Et puis, on a donc 2 autres fonctions. Une fonction qui a été un peu, je pense, je m'y retrouve un peu dans ce que dit Markéta au travers de ce qu'elle fait dans Madame Rest, avec Madame Rest, c'est comment avoir un espace où alors on ne va pas seulement mettre en discussion les choses. Hein. C'est important d'avoir une mise en discussion, que les gens prennent part et voient au chapitre et en même temps qu'il y ait de l'action. Donc on a appelé ça, alors le titre c'est Ménadel et Saint-Hubert, donc on a fait un petit jeu de mots, le Saint-Hub, le hub, pour voir comment à un moment donné travailler ensemble, faire converger toute une série d'acteurs autour effectivement d'un enjeu qui est de bien manger dans le bassin minier. Et puis je vous parlerai bien évidemment des chantiers coopératifs et de la manne suivante. Alors sur le hub, en fait l'idée c'est d'arriver à avoir un processus d'intéressement et d'engagement, non pas des mangeurs mais des parties prenantes. Et là donc on a travaillé nous autour de 4 cercles concentriques de pairs. Les distributeurs d'un côté, les acteurs du social de l'autre. Alors l'acception est très large. Hein. Par acteurs du social, on voit les CCAS, les centres sociaux, les bailleurs sociaux, des organisations caritatives comme le Secours catholique qui accompagnent aussi ce mouvement, des producteurs et puis ce qu'on a appelé les parties prenantes individuelles, ce que je dis souvent, ce que j'appelle souvent les usagers. Enfin, les termes sont jamais plaisant à tout le monde, donc du coup on ne sait pas, alors les citoyens si vous préférez, hein, mais on l'est tous, et par des groupes de travail, mais sur des enjeux très concrets, comment arriver à créer en fait une envie d'avoir un pilotage partagé du bien vivre alimentaire sur le territoire. Nous sommes en cours de mobilisation et de stimulation de cette logique en fait de partage d'actions communes actuellement, même si nous avons, nous, en tant que jardin de cocagne ou structure d'éducation populaire, les Anges Gardins en l'occurrence, un rôle un petit peu d'avoir proposé, hein, d'avoir proposé cette démarche. Donc voilà, donc on a aussi cet espace effectivement de discussion, mais vraiment très orienté sur la mise en place d'actions. Je n'aurai pas le temps de vous en proposer, mais à titre d'exemple sur chacun des groupes de travail, mais je peux vous dire qu'on est vraiment sur quelque chose de très opérationnel aujourd'hui. Suivante. Je verrai à la fin si j'ai croqué une minute, si je peux vous en dire plus. Et puis, après, on a cette logique un peu de particulière où là, j'ai parfois du mal à coller, à vrai dire, non pas avec les discours, je pense que tout ce que vous dites est de bonne loi, mais rapporté à la population qu'on essaie de toucher, on a parfois du mal à imaginer comment les choses peuvent faire s'il n'y a pas un processus de réhabilitation de la capacité des gens, pas simplement parce qu'on a des processus de gouvernance qui ont permis toute la transparence, tout ceci, tout cela, etc. C'est bien évidemment crucial, hein, je ne reviens pas dessus, mais d'arriver à passer de l'accès digne, donc le poisson, à la canne à pêche, par des dynamiques d'engagement, pour arriver à effectivement une véritable émancipation symbolisée par la rivière, parce que ça ne sert à rien d'avoir une canne à pêche s'il n'y a rien dans la rivière ou si au-dessus de vous, des gens ont fait en sorte que la réserve halieutique ne coule pas là où vous êtes. Donc, du coup, on a effectivement cette logique dite d'éducation populaire suivante, qui est stimulée en fait par une. Alors, c'est pas vraiment une monnaie, on va appeler ça une monnaie parce que c'est facile, ça ressemble à un billet, etc. Moi, j'ai envie de dire un marqueur d'échange, un marqueur de l'engagement, qu'on appelle, nous, la manne. Alors, bien sûr, c'est monnaie d'une autre nature pour de nouveaux échanges, mais l'idée, c'est d'arriver à faire en sorte que les gens se maintiennent dans cette espèce d'effort persévérant pour arriver, alors je vais vous prendre un exemple, l'accès digne chez nous, c'est d'accéder à un panier solidaire à moindre coût. Un an plus tard, c'est peut-être par un processus d'engagement au service des autres ou de projets qui n'ont pas de prix sur le territoire, d'arriver à gagner son panier en échange de cette manne pour arriver finalement à la rivière où, dans le cadre du comité d'usagers, on préside la manne, hein, ce qui est en cours de réalisation et qui était un peu
retardé par la difficulté à réunir les gens en période de Covid, mais on est vraiment sur cette logique-là. Alors, dans la diapo suivante, on voit à quoi cette manne sert très concrètement. Bon, c'est un peu petit, j'ai moi-même du mal à me relire, mais on gagne en fait de la manne quand on rend des services à l'association, quand on vient dans des chantiers coopératifs. Alors, les chantiers coopératifs les plus illustratifs pour nous, c'est d'arriver à planter ensemble cet archipel nourricier, qui est en fait constitué du 10-15 sites sur l'agglomération, où on va faire intervenir sur les travaux assez importants, lourds ou techniquement délicats notre équipement d'insertion, et pour le reste du temps, la population locale qui du coup gagne de la manne en échange. Cette manne leur permet de pouvoir participer à des ateliers. Ils peuvent aussi gagner de la manne par des cours collectifs qu'ils organisent eux-mêmes, d'échanger des services entre eux, un peu comme dans une accorderie, d'accéder à un catalogue de contrepartie où ils peuvent avoir un certain nombre de biens ou de services rendus par les commerçants locaux, à commencer par nous-mêmes, puisqu'on a aussi une activité par la place à vivre, de vente de repas, enfin de restaurants, de cafés, etc. Donc, bien évidemment, il y a d'autres actions spécifiques, comme bien Montpoussin, je ne les commenterai pas toutes, où l'idée, c'est que les gens soient famille d'accueil d'une poule, d'une race de poule qui est locale, qui est en voie d'extinction, qui est la poule bourbourg, et qui permet à un moment donné, par cet engagement des gens, de pouvoir compter sur la préservation de la race. Alors, il faut savoir que cette manne, aujourd'hui, se développe également sur le littoral, donc c'est d'où l'autre petit billet qu'on voit là. Et puis, je pense que comme les 10 minutes sont atteintes, on est peut-être à la dernière slide, où je vous invite normalement, sous toute hypothèse, à aller plus loin en consultant, clic, en consultant le suspense est à son comble, ecopolalimentaire.fr, surtout pas angegardin.fr parce qu'on est en train de le refaire, lamanne.info, je répète, lamanne.info, ou notre système d'échange qui est menadel.fr, puisque les gens ont besoin surtout d'avoir des sites qui renvoient très concrètement aux actions, au concret auxquelles on les invite. Alors moi j'ai envie de dire, si j'avais un modeste conseil à donner, j'étais assez rétif à en donner, parce que les conseillers ne sont pas les payeurs, c'est de voir comment on peut arriver à créer un intéressement au copilotage des choses, à présider ensemble les choses, par le fait qu'on puisse à la fois lier l'action des phénomènes d'empowerment, c'est-à-dire des capacitations des gens de pouvoir reprendre de l'espace dans la vie de la cité. Et j'ai envie de dire que là, il y a un énorme chemin à faire, tellement l'accès a été mutilé et les gens ont été grugés par le passé. Et ce qui suppose quand même de ne pas s'économiser dans les processus de mise en confiance. À ce titre, pour nous, les réunions ne sont pas forcément des espaces qui permettent tout cela. Hein, cette histoire d'empowerment, d'action et de mise en confiance. Donc, on a choisi effectivement toute une série d'autres truchements, et les chantiers coopératifs en font partie, pour arriver à créer de l'amicalité, de la reconnaissance entre pairs qui donne envie effectivement de se rendre service des biens et des services utiles à tout le monde, à commencer aussi par soi-même. Voilà. Et j'ai tenu mon timing, hein, je pense bien. Je suis content de moi. À peu près, bon. De toute façon, je suis content de moi quand même. Ben, merci beaucoup, Dominique, en tout cas, pour ton témoignage et ces illustrations effectivement assez riches. Bon, superbe initiative, Laurent te dit. Alors, comme de toute façon, tout le monde a dépassé et qu'on a laissé faire parce que c'était quand même relativement hyper intéressant, on va juste vous montrer l'outil sur Miro, mais on ne va pas s'y attarder, enfin juste vous expliquer ce qui était prévu, on ne va pas avoir le temps de s'y attarder, puisqu'il y aura l'intervention de Kevin sur la sécurité sociale de l'alimentation d'ici quelques minutes. Donc en attendant, est-ce que du coup ça laisse la place pour des questions? Alors Markéta, j'ai vu que tu avais déjà répondu à une bonne partie dans le chat. Mais voilà, si vous avez d'autres questions à poser, de précision à Dominique, Markéta
ou bien Yuna ou Virginie. Voilà, c'est possible. À Laurent, donc, je vous laisse la parole. Ah, votre micro est coupé. Ça fonctionne comme ça? Là, c'est bon. D'accord. Je voulais vous dire combien les présentations qui ont été faites sont franchement très inspirantes. Et j'ai laissé plusieurs messages à Juliette et à Marquetta, que je connais bien, mais aussi à Dominique, disant qu'il y a aussi des acteurs dans un mode plus large, peut-être que uniquement autour du nourricier, mais je pense qu'il y aurait des complémentarités avec une fondation qui s'appelle Fondation pour l'urbanisme ouvert, et avec un acteur qui est sur le terrain depuis un bout de temps, qui s'appelle Alain Rinck, et son cabinet Host, qui s'appelle donc, qu'on connaît peut-être mieux sous l'appellation 7 milliards d'urbanistes. Et il y a tant de ponts à faire. Je serais vraiment ravi de pouvoir avoir une discussion avec vous trois. Voilà, ou en tout cas de vous mettre en relation avec Alain Rinck. Je n'ai pas vraiment une question parce qu'il y aurait tant de choses à aborder, mais vraiment merci. Eh bien, merci, Laurent. Est-ce qu'il y avait d'autres réactions, peut-être questionnements ou témoignages de structures qui ont aussi des expériences de gouvernance partagées? En tout cas, donc sur le Miro, vous avez dû le voir pour ceux qui y ont accédé au moment du brise-glace. L'idée, c'était donc par groupe, en fait, de vous faire aussi, par rapport à l'échelle un petit peu de participation qu'évoquait, expliquait Virginie, de voir un petit peu dans vos projets où qu'étaient situées les parties prenantes et quelle place ils avaient aussi dans les prises de décision. Je vais vous le partager tout de suite, effectivement, comme ça permettra d'avoir la visibilité en même temps. Donc, les catégories de parties prenantes qu'on a pu identifier comme généralement, en tout cas sur des projets de tiers-lieux nourriciers, donc tout ce qui est autour de la production, la transformation ou la distribution. Différents partenaires qui puissent être du monde agricole ou ce qu'on a appelé environnementaux, donc autour plutôt de ces autour, on va dire, de la production, des partenaires sociaux et culturels, et enfin des parties prenantes plus institutionnelles et ou des citoyens et citoyennes, donc individus, tout dépend effectivement la terminologie qu'on a envie d'utiliser. Donc, ce qui correspond aussi un petit peu aux différents mondes sociaux évoqués par Juliette et Luna. Et puis, voilà, les post-it étaient aussi là pour évoquer un peu le degré d'implication que pouvaient avoir ces différentes parties prenantes, donc qu'ils soient co-décisionnaires, impliqués ponctuellement, simplement sensibilisés ou alors à mobiliser. Et puis enfin, s'ils étaient complètement absents du territoire, puisque selon effectivement des partenaires qui ne sont pas mobilisables à ce moment-là. Voilà, un petit peu. Donc ça, vous pourrez le réutiliser, enfin voilà, vous réutilisez la méthode si vous avez envie d'aller plus loin. Et puis s'il n'y a pas plus de questions que ça, l'idée qu'on avait derrière la tête, c'était de se dire que peut-être ça permettrait à certaines d'entre vous sur leur projet de prendre conscience justement de la priorisation de parties prenantes vers lesquelles s'adresser parce que vous n'y avez pas forcément pensé jusqu'alors et qu'au regard aussi des différentes interventions, ça avait pu
vous ouvrir les possibilités et du coup ce petit outil en fait pour se poser et prendre le temps de faire un temps d'analyse et de regard de son propre projet. Bien sûr, cet outil, en effet, vous pouvez le mobiliser à tout moment du projet, aussi bien au démarrage que avec quelques années de recul ou même de façon récurrente pour voir comment évolue l'implication de certaines. Ça peut aider non seulement à visualiser mais aussi à prioriser les rencontres à engager, en effet, quand il y avait un angle mort jusqu'alors. Et j'espère que du coup, les échanges qu'on a pu avoir cet après-midi vous permettent de réduire vos angles morts. On en a toujours, c'est certain, mais voilà, si ça peut aider à réduire ces angles morts, bien sûr, cet outil il sera sur le site ressources. Avec, oui, effectivement, les différents éléments évoqués tout à l'heure. Je pense notamment au guide pédagogique qu'évoquait Virginie. Quand il sera finalisé, voilà, ça fait partie des éléments aussi qui pourront voilà, aiguiller, accompagner autour de ces questions-là. Mais peut-être que, du coup, Mélissa, je te laisse reprendre la main pour… Ouais. Merci. Et donc, pour l'instant, on a eu du coup des interventions bien centrées sur la thématique, mais il nous semblait pertinent de faire une ouverture sur un sujet peut-être un peu plus périphérique, mais ô combien lié et pertinent avec l'enjeu de gouvernance. Donc, c'est le sujet de la sécurité sociale de l'alimentation. On a avec nous Kevin Certenay, qui est membre du réseau Salariat. On t'a aussi reçu sur un précédent webinaire sur les enjeux de mobilisation au titre du plat de résistance. Et tu viens récemment de co-signer l'ouvrage Régime général pour une sécurité sociale de l'alimentation avec Laura Petersel chez Riot Éditions. Et du coup, on a posé 3 questions à Kevin pour préparer son intervention, à savoir est-ce qu'il pouvait nous présenter la genèse et les concepts de cette sécurité sociale de l'alimentation, nous indiquer les enjeux de gouvernance associés à cette sécurité sociale de l'alimentation, et enfin nous dire, d'après lui, comment les tiers-lieux nourriciers pouvaient peut-être être des laboratoires de cette sécurité sociale de l'alimentation sur leur échelle territoriale. Il me semble que, pareil, on a un support pour appuyer ton propos. Manon, si tu veux le mettre en partage. Et je te laisse la parole, Kevin. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc, oui, donc la genèse de cette idée de sécurité sociale de l'alimentation, c'est le croisement en fait de plusieurs personnes et de plusieurs réseaux. Donc, d'un côté, il y avait notamment tout le côté, on va dire, de la production, des côtés paysans qui n'arrivent pas à vivre de leur métier actuellement et qui sont dans des conditions de travail déplorables. Et d'un autre côté aussi, tout un travail de la part de certains paysans avec d'autres réseaux, notamment les réseaux CIVAM, avec des structures qui travaillent autour de l'aide alimentaire, de se rendre compte en fait comment c'était devenu une variable d'ajustement en fait au système économique capitaliste lié à l'alimentation. Et des personnes et des travaux qui sont faits autour de l'histoire du régime général de la sécurité sociale, menée par l'association d'éducation populaire politique Réseau Salariat. Donc, en quelques mots, c'est une association qui travaille à partir des thèses et des travaux notamment de Bernard Friot, mais qui est une association où on essaye de s'emparer de ces travaux-là, de comment on les triture, de comment est-ce qu'on peut se les accaparer, les triturer, les amender, et voilà. Et là, ces rencontres avec ces différentes personnes autour de l'alimentation et de pouvoir appliquer ces travaux de recherche concrètement à une sécurité sociale de l'alimentation, ça a permis aussi aux uns et aux autres de mieux comprendre cette histoire du régime général et les concepts qui sont liés à cette conquête ouvrière. Donc voilà un petit peu la genèse et donc l'autre diapo s'il te plaît sur les concepts, sur quoi repose voilà. Alors pour nous,
Du coup, ça, c'est un des schémas qui est dans le livre qu'on a coécrit avec Laura Petersen. Je ne vais pas tout détailler ce schéma, mais c'est pour dire que pour nous, en fait, les réseaux salariales, ça repose en fait sur cinq piliers. Et c'est pour nous une façon de décrire en fait le système économique capitaliste actuel qui nous amène en fait dans la situation dans laquelle on est par rapport à la question de l'alimentation, et qu'en fait ces cinq piliers sont interdépendants les uns des autres. Et donc c'est bien une échelle, on se situe en fait à une échelle systémique. Donc on sait que voilà, la société, on est organisé autour de différents types de relations, hein, à l'échelle individuelle, à l'échelle des pratiques sociales et les rapports sociaux. Et donc nous, on part du postulat en fait que c'est à l'échelle des pratiques sociales qu'on va pouvoir changer en fait les rapports sociaux par la conquête de nouvelles institutions, comme l'a été le régime général. Et en fait, ça concrètement, comment ça se concrétise dans le quotidien? Eh ben, pour le premier pilier, c'est par rapport à nos conditions de travail. Donc, du coup, on parle d'un salaire à vie, mais ça veut dire que c'est un salaire en fait qui est déconnecté de la production. Donc là, on s'appuie aussi sur les conquêtes qu'il y a pu avoir dans la fonction publique. C'est-à-dire que, par exemple, c'est pas, si je prends un exemple par rapport à un maraîcher, ça va pas être au nombre de kilos de légumes qui va sortir, mais ça va être en fait la société qui va reconnaître que en fait le fait qu'il soit producteur d'une partie du secteur de l'alimentation, la société reconnaît en fait qu'il le produit, comme aujourd'hui les soignants, par exemple, également. Et donc, ça va poser aussi la question donc le deuxième pilier de la propriété, de qui est propriétaire de l'outil de travail. Donc là, pour nous, il est indispensable que les personnes qui travailleraient dans ces collectifs de travail dans le cadre de la sécurité sociale de l'alimentation soient copropriétaires d'usage, c'est-à-dire qu'ils soient en autogestion en fait sur leur lieu de travail. C'est-à-dire qu'il n'y a plus un propriétaire qui va les exploiter. Donc là, ça nécessite de travailler aussi sur ce pilier-là. Et donc après, il y a tout un aspect lié à la démocratie sociale, donc la question les enjeux de gouvernance. Donc ça, j'y reviendrai tout à l'heure dans la présentation de l'autre schéma. Donc du coup, j'insiste pas parce que c'est l'objet de là. Je passe. Après, il y a du coup toute la question aussi de l'investissement, c'est-à-dire qu'en fait, on va pour pouvoir prendre la main en fait sur les outils de production. Ça veut dire aussi comment est-ce qu'on va être en capacité d'investir dans des nouveaux outils de production. Donc ça, c'est à pas oublier. Et puis en fait, tout ça, en fait, à qui ça profite? Donc là, c'est bien l'idée d'avoir un système au service de toutes et tous. Et à travers ces cinq piliers, c'est au sens-au-maître aussi. Là, je l'ai évoqué à travers la question de la propriété, entre autres, et de qui décide du rapport de classe, parce qu'on n'a pas on n'a pas toutes et tous les mêmes intérêts, mais aussi à travers d'autres rapports de domination au sein de la société qui sont du coup, on ne pourra pas changer tout ça sans re-questionner les rapports entre les femmes, les hommes et une lutte contre le patriarcat. On peut le voir sur la question de la propriété, mais aussi qui travaille, en fait, surtout quand on parle de questions d'alimentation. Et aussi, l'alimentation, elle est traversée par une histoire coloniale. Donc, ça ne sera pas non plus sans s'interroger sur une vision décoloniale. Là, on pourrait prendre plein d'exemples entre le sucre, le chocolat et en fait tout l'aspect, tout notre historique colonialiste des pays occidentaux, quoi. Donc voilà. Donc ça, c'est pour une présentation large. Je suis pas rentré dans les constats, mais c'est plutôt d'essayer de vous partager par rapport au temps à partie la visée, en tout cas politique, de la sécurité sociale de l'alimentation. C'est bien une visée de société. Et donc, concrètement, donc une fois qu'on a dit tout ça, en fait, à chaque fois, en fait, ça soulève une multitude de questions et qui ont, il y a plein de pistes qui ont été présentées là pour aller plus loin sur ce que je vais présenter là sur la partie gouvernance et voilà, donc je vais me centrer sur la partie en bas à gauche là du schéma.
qui est du coup les enjeux en fait à l'échelle des différentes caisses de sécurité sociale, donc qui seraient gérées par il y a plusieurs pistes là aussi, et tout ça c'est en travail, c'est en discussion, il n'y a rien du tout de figé, c'est vraiment pour servir proposer en tout cas à ce que ce soit à discuter, quoi. Et donc l'idée de ces caisses de sécurité sociale d'alimentation, c'est qu'elles soient gérées par des mandataires qui seraient tirés au sort parmi deux groupes, donc c'est-à-dire que les habitants et les habitantes, donc c'est-à-dire tous ceux qui sont sur un territoire à une échelle de bassin de vie, et aussi tous les salariés qui seraient dans les collectifs de travail qui seraient conventionnés. Parce que du coup, il n'y aurait pas tout le monde qui serait conventionné. Donc là, du coup, il y aurait des critères de conventionnement. Et donc là, c'est les caisses de sécurité sociale qui seraient qui aurait la gestion en fait de décider de ces critères de conventionnement. Donc pour nous à Réseau Salariat, je les ai évoqués rapidement. Du coup, je parlais de la copropriété d'usage, du salaire à vie, le fait de socialiser via la cotisation l'ensemble de. Pour nous, il nous semble en fait que c'est des critères importants et indispensables si on veut changer le système économique en fait actuel. Et après, il pourrait y avoir aussi d'autres critères de conventionnement spécifiques à tel bassin de vie ou tel autre. Et il est important pour nous que ce travail des mandataires soit aussi en fait c'est un vrai travail, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, hein, le fait de s'informer, de rendre des comptes aux habitants, le fait de passer du temps en travaux, en réunions, etc. En fait, si on ne veut pas se retrouver avec une certaine classe sociale qui a du temps ou qui peut se dégager ou s'organiser, il est important que ce travail-là soit reconnu à travers un salaire. Le temps, en fait, que du coup, ces personnes seraient mandatées, et puis ça va être reconnu comme travailleuses et travailleurs pendant ce temps-là. Et l'idée que l'ensemble de ces caisses de sécurité sociale à l'échelle de bassin de vie soient en réseau les unes avec les autres. Et donc, c'est elles qui verseraient les subventions aux cantines, aux collectifs de travail, les salaires à vie aux travailleurs, travailleuses, et qui verseraient aussi les prestations sociales aux habitants qui leur permettraient d'avoir accès à l'alimentation qui serait produite par ces collectifs de travail conventionnés, et aussi accès à des espaces gratuits comme des cantines et autres. Voilà, donc ça peut paraître à la fois lointain ou autre, mais voilà, d'un point de vue historique, ça ne sort pas comme ça de nulle part, quoi. Il y a le régime général de sécurité sociale qui est créé en 1946. Jusqu'en 1967, il a été géré en fait par des caisses de sécurité sociale à l'échelle départementale, et qui était géré par exemple à 75% par les représentants de syndicats de salariés et 25% par le patronat. Et je dis jusqu'en 67 parce qu'à partir de 67, c'est là où il y a le paritarisme, où il y a eu 50-50, et il y a toujours eu un syndicat de salariés pour se rapprocher d'un syndicat de patrons, qui fait qu'on arrivait petit à petit à la casse du régime général de sécurité sociale. Donc, je parle de régime général de sécurité sociale parce qu'on pense souvent à la santé, mais il n'y a pas uniquement la santé qui est gérée par le régime général. Il y a aussi toute la partie vieillesse avec les retraites, la partie chômage sur le travail et la partie famille. Donc, et on voit bien que ces dernières décennies, c'est bien ça qui a été aussi attaqué aussi bien par l'État que par le patronat. Donc, du coup, voilà, l'idée, c'est de mener voilà, on n'a pas, comme je disais tout à l'heure, on n'a pas tous les mêmes intérêts. Et donc, c'est comment est-ce qu'à un moment donné, il y a l'idée d'une construction en fait, d'un rapport de force vis-à-vis des personnes qui n'ont pas les mêmes intérêts que nous. Et c'est là où je pense que pour terminer là, sur comment est-ce que les tiers-lieux ou tous les espaces qui s'interrogent nourriciers, les lieux d'expérimentation, en tout cas autour de la sécurité sociale de l'alimentation. Donc, il évoque, de toute façon, il y a des limites par rapport à expérimenter la sécurité sociale de l'alimentation, puisqu'elle repose en fait sur une cotisation. Comme aujourd'hui, on cotise en fait
via notre travail pour pouvoir avoir accès à de la santé, au chômage, à la retraite, etc. Et du coup, on ne peut pas lever une cotisation à une échelle locale. Donc, il y a des choses comme ceci qui ne peuvent pas s'expérimenter, selon nous, à l'échelle pour une sécurité sociale de l'alimentation. Mais par contre, il y a des bouts, comme là, tout ce que vous avez exposé sur les questions de gouvernance, de comment est-ce que ces futures caisses de sécurité sociale, de qui elles seraient composées, comment est réparti le pouvoir, ce que vous avez soulevé. La question de ces caisses de sécurité sociale ou ces tiers-lieux, en fait, ils vont décider de quoi? Est-ce qu'ils vont décider de ce qu'on va consommer, mais aussi est-ce qu'ils vont décider des conditions de travail des personnes qui vont produire notre alimentation? Donc ça, c'est un peu aussi toutes ces questions-là, où là, du coup, il y a un terrain pour pouvoir expérimenter toutes ces choses-là et ce que vous avez ce que vous avez présenté. Et puis, une autre chose que je voulais dire aussi sur la question de l'expérimentation. Donc, il y a le collectif Sécurité sociale de l'alimentation qui a édité une charte. Donc, c'est dans les ressources, donc vous pourrez la retrouver sur leur site aussi, qui donne des pistes sur les initiatives locales. Et également, on parle du régime général qui s'est instauré en 1946 avec des ministres, entre autres communistes, au gouvernement, mais ce n'est pas créé comme ça du jour au lendemain. Ça s'appuie sur de nombreuses caisses qui étaient déjà existantes dans différentes branches, que ce soit la métallurgie ou d'autres secteurs, l'énergie, etc. Et en fait, ce qui est révolutionnaire en 1946, en tout cas, c'est ce qu'on travaille, nous, aux travaux de réseau salariat, de comment on se rapproprie notre histoire et nos conquêtes ouvrières. C'est du coup ce qui est révolutionnaire en 1946, c'est le fait qu'il y a une généralisation de toutes ces caisses qui étaient existantes, mais qui sont généralisées pour un accès à toutes et à tous, avec un taux de cotisation en fait qui est unique à toutes et tous, et une gestion en fait par les intéressés eux-mêmes, quoi. Et donc, c'est ce basculement-là, c'est ce qui était pour caricaturer, ce qui était une sécurité sociale capitaliste avant 1946 est devenu une sécurité, pour le voir comme une production, que ce soit du soin, des retraités ou des chômeurs, avec une vision sortie en fait du marché capitaliste. Donc voilà, je n'ai pas mis de chrono, donc je ne me rends pas compte. Mais voilà, je vais m'arrêter là. Et puis, s'il y a des questions ou autre, très bien. Parfait. Merci. Pour la montre et merci pour cette ouverture. Et donc, comme vous l'aviez sous les yeux, il y avait quelques ressources pour aller plus loin. Et elles rejoindront évidemment le site ressources que nous vous indiquions en préambule, nourricier.tierlieu.net. Vu le timing, on peut prendre une ou deux questions si Yuna. Merci pour cette... je ne sais pas si vous me voyez, parce que j'ai une connexion Internet un peu... Non, pas terrible. mais on t'entend. Vous m'entendez en tout cas? Oui. Oui, vous m'entendez, ok. Merci pour cette présentation, parce que je pense qu'en tout cas, ce qui est intéressant là, c'est aussi de l'alimentation, c'est aussi de penser la gouvernance multiniveau, parce que pas tant local versus national que des constructions multi-échelles à construire, y compris pour les tiers-lieux. On le voit d'ailleurs, vous avez un réseau de tiers-lieux qui donc à chaque fois, c'est finalement ces articulations-là. Les 58. On va peut-être conclure en vous annonçant la suite du programme jusqu'à avril 2022. Manon, si tu veux repartager la présentation. Ah, on a eu un aperçu éclair. Oui, apparemment, c'est reparti aussi sec. Alors en plus, ce n'était pas les 3 dernières, c'était plutôt les 2 derniers, enfin les 2 prochains, on va dire. Donc le webinaire du 1er février qui sera sur accéder et gérer le foncier. Et puis, le webinaire du 8 mars sur développer et promouvoir ces pratiques agroécologiques. Voilà, un petit symbole pour la journée de la femme, puisqu'on y était.
Et puis, il y aura, enfin, le dernier webinaire se déroulera plutôt en physique. Ce sera l'occasion d'avoir un événement de clôture où on pourra peut-être se rencontrer. Voilà. Juste aussi, Timothée a remis dans le chat la page sur du wiki, donc nourricier.tiers-lieux.net, dans lequel vous pouvez inscrire vos tiers-lieux pour alimenter notre annuaire. Et puis, vous pourrez aussi y retrouver, après le webinaire, les différents supports et éléments qui ont été évoqués. Voilà, donc tout est... Là, Mélissa remet le lien, effectivement, les dates d'inscription des prochains webinaires et les supports. Tout sera accessible en ligne. Et puis, voilà, il est 18h. Merci beaucoup à tous pour vos contributions, participations. Voilà, on a débordé, on n'aura pas eu le temps d'avoir un temps de production collectif. Mais bon, j'espère que vous en repartirez tout de même avec les éléments nécessaires pour le faire aussi de votre côté. Merci à tous et puis bonne fin de journée.